Vous écoutez J'aime tes nouvelles, le bulletin énergétique de J'aime ton énergie. Alors, ceci n'est pas le 4e épisode de J'aime ton énergie, c'est un petit bulletin de nouvelles qu'on vous propose pour vous tenir à jour sur ce qui se passe dans le monde de l'énergie au Québec. Salut Godefroy, Coucou! très content de groover du jingle avec toi pour ces nouvelles énergétiques. Je m'appelle Godefroy Laurando, mon acolyte est nul autre que Jean-F. Boilly. On commence par un petit retour sur nos premiers épisodes. On a reçu un courriel, parce que oui, vous pouvez nous écrire à j'aime ton énergie sans espace à commercial Gmail. On a reçu un courriel de M. Louis Beaumier de l'Institut Trottier de l'énergie. On est content d'être écouté par l'Institut. L'Institut Trottier de l'énergie, associé à Polytechnique Montréal, dont la mission est d'appuyer la formation et la recherche dans le domaine de l'énergie. Ils sont assez actifs sur les enjeux liés à la puissance du réseau, je pense. Normand Mousseau est le directeur scientifique de l'Institut. On l'entend souvent dans les médias et on salue sa langue pas de bois. Alors, M. Beaumier, il te disait quoi? On aurait laissé flotter l'impression pendant un de nos épisodes passés qu'Hydro-Québec était seul responsable de choisir qui méritait d'être accordé à son réseau et d'avoir droit à des blocs d'énergie pour les grands projets qui demandent de 5 à 50 mégawatts. Alors, précision, juste pour vous donner une petite idée, Nordvolt, immense projet, c'était un projet de 350 mégawatts. Donc, cet ordre de grandeur-là, on avait compris, c'est le gouvernement qui décide tout seul. Le Centre Bell, pour vous donner un autre ordre de grandeur, a besoin de 5 mégawatts pour fonctionner. Donc 5, ça reste un gros projet. Alors la réalité, merci à M. Beaumier d'avoir spoté l'erreur, c'est que de 0 à 5 mégawatts, Hydro-Québec est obligé de fournir. De 5 à 50 mégawatts, donc des gros projets, Hydro-Québec est consulté, donne son avis, mais c'est le ministre de l'Énergie qui décide. Et pour les projets géants comme Nordvolt, c'est aussi le ministre qui décide seul. Donc, c'est le ministre de l'Énergie qui tranche entre les projets pour déterminer qui aura ou non droit au bloc d'électricité si les projets dépassent 5 mégawatts. C'est exactement ça. Alors, Bernard Drainville, actuellement, peut décider qui mérite l'avenir de l'énergie et des gros projets. Oui, attention. Là, je te sens venir. Attention aux petits sous-entendus sur notre super ministre. Ça nous amène à notre prochaine manchette. Il y a certains auditeurs qui nous ont écrit pour nous dire qu'ils étaient parfois surpris ou déstabilisés par notre ton. Et pour ça, on va se garder quelques minutes à la fin pour répondre à ces auditeurs-là. J'ai des excuses à annoncer à l'honorable Pierre Fitzgibbon. Notre ancien ministre de l'Énergie. Pierre, j'espère qu'il les entendra, ce cher Pierre. Info Pégire. Alors, où en est-on avec ce fameux plan? Il était attendu pour le printemps 2026. Jean-F, rappelle-nous ce que c'est que le Pégire. C'est un acronyme pour Plan de gestion intégré des ressources énergétiques. Donc, le Pégire devait être publié, c'est ce que la loi 24 exigeait, et ça, la loi 24, c'est l'ancien PL 69 de Pierre Fitzgibbon qui est devenu loi aujourd'hui. Ça devait être publié le 1er avril 2026, ça a finalement été retardé, et on a choisi vraiment un moment fort là, où les gens sont très attentifs, le 30 juin. Donc, c'est sorti très discrètement. Le temps fort des nouvelles, le 30 juin, on le sait, dans les roulottes, on écoute les nouvelles énergétiques, c'est connu. Oui, c'est connu. Je l'ai lu et j'ai essayé d'en ressortir pour nous l'essentiel, puis j'ai discuté aussi avec quelques experts du milieu pour avoir leur avis. Et puis c'est certain, là, ça nous prenait un plan comme ça, un plan vraiment intégré, parce que notre géant nationalisé de l'énergie, Hydro-Québec, a mis sur la table, puis on en a parlé beaucoup ici, un plan d'action 2035 vraiment ambitieux. On a compris que c'est pas Hydro-Québec qui avait le mandat de faire une trajectoire, de préparer une trajectoire énergétique pour la province. Son seul mandat à Hydro, c'est de fournir de l'électricité. Son plan, c'est d'atteindre 100 TWh de nouvelle énergie disponible en 2050. La trajectoire, c'est le Pégire qui la fournit. Et donc, il faut planifier la croissance économique de la province. La population va augmenter, puis il va y avoir des nouvelles industries d'une part. Puis d'autre part, il y a aussi une décarbonation officielle importante à réaliser, surtout au Québec, dans le transport, dans le chauffage, dans l'industrie. Et tout ça va devoir s'électrifier en grande partie. Donc, croissance plus électrification associée à la transition énergétique, il faut faire des efforts pour que tout ça devienne cohérent. Il faut savoir où est-ce qu'on s'en va. On espère. Est-ce qu'on décarbone vite
Très vite, est-ce qu'on mise sur la sobriété, l'économie d'énergie? On relance le nucléaire? Qu'est-ce qu'on en pense collectivement? On a parlé que la naissance du PGIR s'appuierait sur des consultations nationales. Et on se souvient même de la fierté de Christine Fréchette sur ces consultations. Oui, puis là, déjà, là, c'est la première critique avant même de commencer à lire. Il n'y a pas eu de vraie consultation nationale. Il y a eu un semblant de consultation, mais il faut vraiment oublier tout de suite cette idée. Là, ça n'a pas eu lieu. On l'a bien compris dans nos premiers épisodes. Ouais. C'est décevant, mais on arrive tout de même à une trajectoire énergétique pour le Québec. Oui, et là, les grandes lignes. On part du portrait actuel, puis ça, c'est intéressant. L'énergie qui se consomme au Québec, aujourd'hui, c'est presque 500 TWh par année. Donc ça, c'est la totalité de tout ce qui se brûle en énergie de toute provenance. D'ici 2050, cette énergie finale totale-là, et c'est un peu une surprise, devrait baisser. Donc, malgré la croissance économique, malgré la population qui va aussi augmenter, la consommation totale devrait baisser de 5 % et atteindre à peu près 470 TWh. Et là, c'est l'efficacité énergétique et la productivité énergétique qui devraient nous permettre de faire baisser notre consommation malgré la croissance. Juste par exemple, le simple fait de changer tous les moteurs à essence par des moteurs électriques, ça va limiter le gaspillage d'énergie. Oui. Parce qu'on le sait, les moteurs thermiques, les grosses machines, ça chauffe beaucoup et l'énergie se dissipe. Alors que les moteurs électriques, c'est super efficace. C'est ça. Et donc, l'énergie totale qui est consommée au Québec aujourd'hui, à chaque année, ben c'est encore 52 % de sources fossiles, surtout encore une fois pour le transport, pour le bâtiment, pour le chauffage, alors que le reste de l'énergie, ben c'est 48 % fourni par l'électricité. Donc, en 2050, on va consommer un peu moins d'énergie. Ce qui va changer, c'est la répartition de la consommation et c'est ça qui nous intéresse. Ça fait partie aussi de cette fameuse trajectoire qui nous est décrite dans le PGIR. Donc, toute forme d'énergie confondue, les fameux transports vont consommer moins d'énergie. Aujourd'hui, là, les transports consomment 31 % de toute l'énergie qui se brûle au Québec. Ils vont passer en 2050 à 20 %. La consommation énergétique des maisons, des bureaux va rester stable. Hein. Malgré toute la croissance, le nombre de maisons va monter, le nombre de bureaux risque d'augmenter aussi, mais l'efficacité énergétique et le fait qu'on va électrifier fait qu'on reste à 30 %. La consommation des industries, par contre, elle, devrait augmenter puis atteindre presque 50 % de notre consommation, c'est-à-dire 47 % de notre énergie. Et la grosse question, Godefroy, d'où va venir cette énergie? Bien, c'est la grande question. Donc, la proportion des énergies renouvelables, on le sait, elle va augmenter. Tous ces fameux parcs éoliens qui sont déjà érigés et tous ceux dont on entend parler qui s'en viennent vont prendre leur place, vont contribuer à augmenter la production d'électricité. Ça s'en vient? Et à l'augmentation des lignes électriques partout. C'est pas parce que c'est renouvelable que ça prend pas de fil. Oui, on va les voir, ces éoliennes-là. Et donc, si on considère un horizon un peu moins flou que 2050, parce qu'attention, des prévisions pour 2050, là, on s'entend qu'on risque d'avoir beaucoup d'erreurs dans notre appréciation du futur. Si on s'en va vers 2030, c'est beaucoup plus proche. Et il y a certains jalons dans le PGIR. Et voici certaines des cibles. On irait chercher pour cette nouvelle production 7 TWh en électricité, mais rendu disponible grâce à l'efficacité énergétique. Donc, ce n'est pas de la nouvelle vraie production, c'est des économies. Les vrais nouveaux approvisionnements électriques d'Hydro-Québec seraient de 15 TWh d'ici 2030. Et les nouveaux approvisionnements, surprise, on parle de bioénergie, seraient de 11 TWh. Donc, c'est beaucoup, c'est presque autant que ce qui va être les nouveaux approvisionnements électriques dont je parlais tantôt. Et on parle pour les bioénergies surtout de biomasse forestière. Ça pourrait nous permettre, en produisant de la chaleur ou de l'électricité ou les deux, d'alléger les besoins en chauffage qui sont liés à notre plus gros problème au Québec, c'est-à-dire la pointe hivernale. En gros, on pourrait arriver à sauver de l'électricité à la pointe en utilisant les restants de l'industrie de la forêt et d'autres bioénergies. Plusieurs, par contre, sont surpris qu'on fasse reposer autant de nouvelles énergies sur une filière émergente qui n'a pas tout à fait ses preuves. Exactement, oui. J'ai lu la même chose. Il y a beaucoup d'experts qui sont surpris qu'on accorde autant de place aux bioénergies. Et donc, si on revient à la grande trajectoire, parce que c'est ça qu'on veut comprendre, ce qu'on dit depuis le début de J'aime ton énergie, c'est qu'on veut savoir, nous, où ira notre nouvelle capacité énergétique, notre nouvelle production d'électricité, parce qu'elle va coûter pas mal plus cher que celle produite par nos vieux barrages. Elle va prendre beaucoup plus de place, elle va demander des investissements. Et ce qu'on apprend grâce au PGIR, c'est que la trajectoire proposée qui nous amène en 2050, ça nous amène dans une situation où on va continuer à dépendre des produits pétroliers pour 14 %
de notre consommation d'énergie. Donc, ça baisse. On passe de 37 d'énergie provenant des produits pétroliers aujourd'hui à 14 en 2050. Et le gaz naturel et le gaz naturel renouvelable passerait, lui, de 14 à 9 Donc, une baisse, mais tout de même, il reste 9 Les bioénergies, elles, passeraient de 7 à 15 donc grosse augmentation. Et si on fait un bilan avec tout ça, bien, les énergies fossiles, donc non renouvelables, vont demeurer responsables de 23 de la consommation énergétique qui va se faire au Québec en 2050. C'est ça, là, la grande trajectoire. Il va rester 23 de notre énergie qui va être puisée à même les énergies fossiles. Alors, d'ici 2050, on prévoit passer de 52 à 23 d'énergie de sources fossiles. On se lance dans d'énormes développements du réseau pour une transition, mais en fait, c'est plus une diminution. Oui, c'est une diminution de l'intensité carbone de notre économie plus qu'une vraie transition énergétique. Donc, pour ceux qui espèrent qu'on devienne carboneutre le plus rapidement possible, bien, c'est une trajectoire qui n'a pas le choix d'être décevante. La production d'électricité va tout de même devoir grimper de 40 et on vise, et c'est cohérent avec le plan d'action 2035 d'Hydro-Québec, 100 TWh de nouvelle électricité en 2050. Donc, deuxième critique, après cette absence de consultation dont on a parlé tantôt, on a choisi une trajectoire qui est vraiment très prudente. Donc, on n'est pas très ambitieux. Et dans cette trajectoire-là, le Québec ne sera pas le grand sauveur du climat là, à lui tout seul. On conserve, puis on fait le choix de s'occuper des actifs associés aux énergies fossiles. Donc, on parle des 2 raffineries qui sont au Québec, qu'on va continuer à entretenir, peut-être même adapter pour une nouvelle réalité, des nouvelles technologies. Le réseau Énergir, donc du gaz naturel au Québec, même chose. Et donc, pétrole et gaz naturel sont maintenus comme une espèce de marge de manœuvre, une police d'assurance pour s'enlever de la pression. Donc, c'est la logique qui est invoquée. Moins investir dans tout le reste en conservant cette source d'énergie-là qui est quand même pas très chère. C'est ce qu'on dit. On sait aussi que dans le plan 2035 d'Hydro-Québec, il y a beaucoup d'investissements pour augmenter la fiabilité du réseau. Oui, puis ça, c'est vraiment important parce que cet argument-là du réseau actuel, les pannes qu'on voit aussitôt qu'ils ventent un peu ou qu'il y a du verglas, il y en a plusieurs qui sont contents que le PGIR ne prévoit pas une transition énergétique radicale alors que notre réseau est déjà pas super fiable. Donc, selon ce point de vue-là, à quoi bon électrifier le plus rapidement possible, tout en risquant en même temps que notre réseau lâche? Donc, on décarbone quand même une grosse partie, mais on préserve la stabilité du réseau avant toute chose. Et ça donne 23 de dépendance encore aux énergies fossiles en 2050. C'est pragmatique, vont dire les satisfaits. Bien, c'est ça. Et donc, troisième critique, pour terminer, il y a certains analystes en énergie, comme Benoît Marcoux, que je ne connaissais pas et qui est très intéressant. Il déplore qu'on aurait dû voir dans ce plan-là plus de détails, plus d'options sur les incertitudes. Qu'est-ce qu'on fait si les projets sont ralentis? Qu'est-ce qu'on fait si, par exemple, les prix des produits pétroliers explosent, là, deviennent complètement inabordables pour presque toute la planète? Ça se peut. Dans la réalité qu'on voit aujourd'hui, politique, ce n'est pas si saugrenu que ça. Qu'est-ce qu'on fait si la main-d'œuvre n'est pas au rendez-vous? Donc, il y en a qui avaient des attentes et qui espéraient que ce soit une espèce de plan de pilotage qui prévoit ce qui est difficile à prévoir. Et ce qu'on a devant nous aujourd'hui, c'est beaucoup plus rudimentaire. Ce n'est pas un plan de pilotage. Pour d'autres, finalement, le PGIR, c'est rien d'autre qu'un plan de maintien des actifs du gaz naturel au Québec, alors qu'on aurait dû y aller à fond pour décarboner tout ce qui pouvait l'être. Alors, Godefroy, si j'ai bien compris ce que tu me racontes depuis tantôt et que je résume ça avec mon œil de joyeux luron très positif pour l'avenir, le PGIR est né sans consultation sérieuse en amont. Le PGIR n'a pas trop d'ambition sur le plan de la transition. Il laisse une place encore importante au pétrole et au gaz naturel en 2050 et il ne nous donne pas de plan de pilotage clair face aux imprévus possibles sur une période de 25 ans. Oui, c'est ça. Puis moi, j'ai lu beaucoup plus souvent, là, parce que j'ai vraiment essayé de le lire avec mon œil critique à moi avant d'aller consulter les experts. J'ai vu beaucoup plus souvent les mots maintien des infrastructures gazières et pétrolières, bioénergie, hein, un mot sorti d'un chapeau. J'ai vu ces mots-là beaucoup plus souvent que, par exemple, changement culturel, investissement majeur pour réorganiser le transport collectif, transport intermodal, investissement dans plus de ferroviaire qui est tellement plus efficace. Bref, c'est ça. Mais on a un plan
On l'a depuis le 30 juin. Oui, on l'a depuis le 30 juin. Une date courue des nouvelles. Absolument. Et on a un plan, on peut travailler avec, il peut être critiqué maintenant et il va être remis à jour aux 3 ans et renouvelé aux 6 ans. Et ça, c'est au minimum. Printemps 2026, Godefroy, je pensais à toi en voyant que la Régie de l'énergie avait rendu ses jugements. Grâce à ton savoir transféré dans nos épisodes, je comprenais ce qui se passait. Hey, ça fait plaisir. J'espère que tu n'es pas le seul, Jean-F, parce que c'est vrai, la Régie de l'énergie a fait son travail. Elle a servi d'arbitre entre le gouvernement du Québec et Hydro-Québec. Sa mission, c'est de favoriser des décisions moins politisées concernant les tarifs d'électricité au Québec, donc c'est sérieux. La Régie peut trancher, on le rappelle, sur des questions qui touchent les lignes de transport, donc les pylônes, la distribution, donc tout ce qui est poteaux en ville, les transformateurs, etc., les économies d'énergie aussi. La production d'électricité, par contre, ça ne relève pas de la Régie. Donc, chaque 3 ans, la Régie fait ce qu'on appelle une cause tarifaire, doit écouter Hydro-Québec qui démontre, qui met sur la table tous ses calculs tarifaires pour les 3 prochaines années, et la Régie tranche quelques mois plus tard. Et donc, ça a eu lieu quelque part vers la fin de 2025, et la Régie a tranché ce printemps. Donc, elle a rendu son jugement en avril 2026. Les hausses pour les clients ordinaires, comme toi et moi, Jean-F, on est très ordinaires, elles sont bel et bien demeurées à 3 % pour les 2 prochaines années. C'est ce que le gouvernement avait plafonné, mais le gouvernement avait dit 3 % pour les 3 prochaines années. Mais la Régie a dit non, la 3e année, vous ne pourrez pas aller à 3 % de hausse. Vous allez devoir vous limiter à 2,6 %. Donc, c'est un peu moins que ce qu'Hydro-Québec espérait. Et pour les clientèles commerciales et industrielles qui, eux, se tapaient le gros de la hausse, aussi à cause d'un décret du gouvernement, donc intervention politique, on n'aimait pas ça, la hausse était prévue pour eux autres de 4,8 %. La Régie dit non, vous allez devoir faire des hausses de 3,6 %. On a entendu des PME faire « Ah ». Donc, répit pour les PME, mais si je comprends bien, Hydro-Québec va avoir un manque à gagner si on lui refuse la hausse qu'elle demandait. Mais c'est plutôt que la Régie affirme, après ces mois d'études des revenus requis et des dépenses prévues par Hydro-Québec, qu'Hydro-Québec a soumis des dépenses trop élevées, déraisonnables à ses yeux, parce qu'un des mandats de la Régie, c'est de s'assurer que les tarifs pour les Québécois, pour les entreprises, pour les commerces et les industries sont maintenus à un niveau, et je cite, juste et raisonnable. Hydro-Québec avait inclus dans ses dépenses à financer par ses tarifs des hausses spectaculaires de l'entretien du réseau, des programmes d'efficacité énergétique aussi. Par exemple, toutes les subventions pour les thermostats intelligents ou pour les thermopompes, là, il y avait beaucoup d'argent prévu là-dedans. Et la Régie a dit « Bravo, c'est bien de vous améliorer sur des trucs que vous avez négligés pendant des années, mais là, si vous voulez des tarifs justes et raisonnables, il va falloir que vous calmiez les nerfs. » Elle a décidé, imposé, d'abaisser les revenus requis déclarés par Hydro-Québec de 430 millions, c'est quand même beaucoup. Et dans sa décision, la Régie a réduit de 13 % par exemple les budgets annuels qui étaient prévus en efficacité énergétique, aussi l'entretien du réseau. On va continuer à entretenir, mais moins que ce qu'Hydro espérait. Moins vite. Oui. Donc, la Régie a fait son travail. Est-ce qu'on annonce une bonne nouvelle, coudon, à J'aime ton énergie? Bien, écoute, ce qu'on annonce, c'est que la Régie est encore capable de faire son travail une fois par 3 ans. Toi et moi, Jean-F, on a compris, le gouvernement n'était pas dans cette décision-là. Et ça nous rapproche de décisions rationnelles. Et de l'esprit de la nationalisation. On y revient encore. Alors, on passe au segment Excuse Godefroy. C'est un segment qu'on n'aura peut-être pas à déployer plusieurs fois, mais cette fois-ci, on va le faire parce que les auditeurs ont pris la peine de nous écrire. Et il faut honorer quand les gens prennent la peine de nous communiquer leurs impressions. Il paraît que parfois, on a eu un petit ton baveux avec particulièrement des politiciens. Et oui. Peut-être revoir notre ton. On nous a dit qu'on décrédibilisait le journalisme d'enquête. Je savais même pas que c'est ça qu'on faisait, mais je suis content. Je suis content pas de le décrédibiliser, mais d'en faire. Alors, c'est vrai, ça fait quand même un peu Trump de surnommer les gens avec qui on n'est pas nécessairement d'accord, de leur donner des petits noms. Alors, oui, tu aurais rebaptisé notre ministre de l'Énergie de l'époque d'Elvis Guibon. On comprend quand même qu'avec Elvis Guibon, je faisais référence à un autre très grand Québécois, Elvis Gratton, qui lui aussi, think big, asti. Mm-hmm. Alors, mes excuses à l'honorable monsieur Pierre Fitzgibbon, qui a démissionné le 5 septembre 2024, on s'en souvient. 2 mois plus tard, il entrait comme
conseiller spécial au cabinet d'avocats d'affaires Hustler, Huskin et Harcourt, un cabinet actif dans la filière batterie qui agissait comme lobbyiste pour General Motors en 2022, quand Investissement Québec, dont M. Fitzgibbon était le ministre responsable, a accordé à l'entreprise 152 millions de dollars en subvention pour une usine de cathodes. On ne parlera pas de porte tournante, car on s'excuse. En mars 2025, il devient conseiller d'Ariane Phosphate, M. Fitzgibbon, promoteur d'un projet de transformation d'une composante de batterie. C'est un mandat délicat parce qu'en tant qu'ancien ministre, il est tenu de se comporter, comme on lit dans le Journal de Montréal, de façon à ne pas tirer davantage indu de ses fonctions antérieures. Comme l'explique la commissaire à l'éthique du Québec, Ariane Mignolet. En mai 2025, le Rolodex de M. Fitzgibbon est aussi bien pratique quand il met en contact le plus gros acteur de l'industrie forestière au Québec, l'homme d'affaires indonésien Jackson Wijaya, propriétaire du géant forestier Domtar. On se pense loin de l'énergie, mais écoute bien ça, Godefroy. Ah, t'écoutes là, hein? Là, il faut écouter parce que c'est là important, que ça les excuses. Oui, le 6 février dernier, on apprenait toujours dans le Journal de Montréal que l'implication de Pierre Fitzgibbon comme consultant pour Domtar Résolu soulève de sérieuses questions alors que l'entreprise vient de transférer la propriété de barrages hydroélectriques du Saguenay à une société en commandite. Et cette société appartient à qui? À l'Indonésien Jackson Wijaya. La présidente de la CSN dans l'article affirme « On est en train de se faire passer collectivement un gros sapin ». Elle nous explique que cette menace est maintenant présente en raison de l'assouplissement des règles du projet de loi 69, devenu loi 24, adopté sous le bâillon en juin 2025. Une réforme sur la gouvernance énergétique initiée à l'époque par Pierre Fitzgibbon. Aujourd'hui, il est l'autre côté de la clôture et comme le souligne Mme Senneville, on a un ancien ministre qui travaille pour la compagnie à qui c'est profitable. On est en droit de se poser des questions. Il est parti. Il est devenu conseiller spécial dans plusieurs domaines, l'honorable Pierre Fitzgibbon, et il s'est retrouvé impliqué dans la première vente d'un grand barrage rendu possible par sa réforme. Eh bien. Alors, toutes nos excuses à M. Pierre Fitzgibbon. Jean-F, une fouille à nu, quand c'est bien fait, c'est comme des excuses. Quand c'est fait avec du respect, ça fonctionne. Ça passe. Alors, en tant que gars ici qui fait le montage final des épisodes, je m'engage à nous surveiller pour que jamais plus nous n'utilisions notre ton et des sous-entendus pour vous faire comprendre que nous méprisons quelqu'un. Nous allons plutôt nous baser à l'avenir sur des faits et vous dire pourquoi on les trouve misérables. Exactement. Si jamais ça arrive. Comme ça que je le vois. En conclusion, il se passe toujours beaucoup de choses dans le monde de l'énergie au Québec et on n'a surtout pas la prétention d'arriver à tout résumer ici pour notre petit bulletin de nouvelles énergétiques. Non, mais on a remarqué qu'on n'est pas les seuls à s'intéresser au plan 2035 de développement d'Hydro-Québec. Il y a des blocs de résistance citoyenne qui s'organisent et c'est pas étonnant que cette résistance-là vienne des endroits où les éoliennes vont pousser dans le paysage. Pour certains, c'est bien réel. Oui, puis c'est pas au métro Jarry que ça réagit le plus à l'implantation des parcs éoliens. Même dans les régions concernées, c'est marginal. Selon un auditeur qui nous a écrit directement, il côtoie un groupe de citoyens mobilisés contre les méga-projets d'éoliennes qui poussent dans tout le Bas-Saint-Laurent. Il sent que très peu de gens s'intéressent au sujet, les gens sont peu informés et quand ils le sont, ils ne sont pas vraiment en désaccord. Il nous dit, c'est très gros ce qui s'en vient dans le paysage. 200 mètres de haut, des centaines d'éoliennes réparties dans les territoires les plus sauvages qui restent dans le Bas-Saint-Laurent. Oui, bien comme nous, ils s'inquiètent du fait qu'il n'y a pas vraiment de plan de transition, c'est juste un plan de croissance, juste de l'accumulation de nouvelles capacités de production. Puis eux, en plus, mais ça détruit leur territoire, donc la question est encore plus critique. Alors, le groupe s'appelait au départ « Tourne pas chez nous », mais ce que l'auditeur me disait, c'est qu'ils ont choisi maintenant de s'appeler « Vent commun », plus rassembleur. C'est un collectif citoyen qui s'oppose au développement des parcs éoliens et on respire les parcs éoliens Poinégamouk, Picard, Saint-Antonin, Wallastuc 1 et 2. Oui, et si vous êtes curieux de voir ce que ça peut donner de l'information qui est rassemblée par des citoyens et pas par des promoteurs, c'est digne d'intérêt, selon nous. Ça nous remet devant la face que même les énergies renouvelables impliquent beaucoup de matières premières, des territoires altérés, puis qu'il faut y penser. Si vous voulez voir ce qu'ils font, trouvez-les sur Facebook. La page s'appelle Vent commun.
J'ai trouvé aussi un autre groupe citoyen qui a un site très étoffé. Ça s'appelle Toujours Maître chez nous. Ces gens-là sont en Mauricie et ils s'opposent au projet de TAS Canada dans les MRC des Chenaux et Mekinac, qui comprend un parc éolien privé de 145 éoliennes industrielles de 200 mètres de haut en zone habitée. Le groupe s'oppose aussi à la privatisation de l'électricité et il s'oppose aux grands parcs éoliens, justement, qui sont érigés en milieu habité ou agricole. Allez voir ça, c'est très bien fait. Toujours maîtrechez-nous.com, maître au pluriel. Le site fournit de la documentation, des affiches pour les citoyens, des revues de presse, du matériel en vue des élections à venir. C'est vraiment, on voit qu'ils ont fait des efforts. Ces mobilisations-là montrent l'importance pour le gouvernement d'avoir un plan clair et chiffré en lien avec la décarbonation et la sobriété énergétique. Parce que pour impliquer les gens du territoire, pour avoir une acceptabilité sociale, c'est essentiel de savoir clairement où on s'en va. J'ai pas l'impression que c'est ça qui se passe pour le moment. Oui, tu as raison. Puis il y a tout un sujet à creuser là, parce que une des choses qu'on utilise pour s'assurer que les gens soient d'accord, ben, c'est la mise sur pied de partenariats public-privé avec les MRC, et ça peut représenter des revenus, ça, pour les régions, puis ces partenariats-là se multiplient dans le développement éolien, puis on n'y connaît pas grand-chose, ça serait intéressant de creuser ça. Donc, c'est possible qu'on en reparle dans nos prochains épisodes. J'aime ton énergie, on se donne la mission d'aller plus loin que ce qu'on entend dans les médias de façon régulière. On n'est vraiment pas contre le développement des capacités de production d'Hydro-Québec, la résilience du réseau, mais par contre, on est vraiment convaincu que les Québécois doivent saisir à quel point les choix qu'on fait aujourd'hui méritent toute notre attention. On n'est vraiment pas sûr que c'est le cas en ce moment. Et on est content quand les auditeurs nous écrivent. Je rappelle l'adresse j'aime-ton-énergie@gmail.com. Pas d'apostrophe, pas d'espace, pas d'accent, rien. j'aime-ton-énergie@gmail.com. Écrivez-nous. Oui, on est vraiment content quand on reçoit du courriel comme ça de nos auditeurs. C'est un contact privilégié. On va vous revenir plus tard avec un autre bulletin de nouvelles peut-être, ou peut-être un gros épisode avec beaucoup de recherches. C'est à suivre. Ça va dépendre de nos autres jobs, je dirais. Oui, en effet. Il suffit d'un gros contrat avec 1000 plats à préparer, Jean-Ève, dans ta cuisine de production pour que je te perde pendant un autre mois. Ça, faut le faire. Faut cuisiner. Faut cuisiner local. Ah, je peux pas te blâmer de vouloir gagner ta vie. Ouf! Salut mon Jean-Ève, puis je te souhaite beaucoup de beaux contrats dans ta cuisine de production à Stoneham et en masse d'électricité pour te fournir. Salutations aux auditeurs, passez un bon été, on se reparle bientôt. Incroyable! J'aime ton énergie est produit en collaboration avec la balado de Fred Savard. Merci pour l'intérêt et pour le coup de pouce. Merci aussi au duo montréalais musical Flabbergast qui nous a prêté pour les transitions et le générique la pièce Phaser tirée de son dernier album. Avec Godefroy Laurando, animation, recherche et montage, et Jean-Ève Boilly, idée originale, scénarisation et assistance pour tout le reste. Au revoir.